Par contre, quand elle valorise les actifs en AFS, c'est Available for Sale, c'est des actifs qui sont valorisés en valeur de marché. Le problème, c'est que la plupart des banques valorisaient leurs actifs en HTM. Et donc, quand les taux ont remonté parce que l'inflation a explosé, comme il y a une relation inverse entre prix de l'obligation et taux d'intérêt, quand les taux remontent, les obligations perdent de la valeur. Donc, à l'actif, les banques se retrouvaient avec des obligations qui avaient perdu de la valeur, sauf que la comptabilité ne le montrait pas. Mes camarades, comme vous l'avez remarqué, notre production évolue. Telle est la question, la première. L'ancienne formule avec les nouveaux sujets. Je tiens à vous remercier pour cette première. Et vous en êtes aujourd'hui, grâce et par la chaîne Twitch, en partie les co-réalisateurs parce que c'est vous qui soutenez cette production. Et surtout de répondre à vos questions. Si vous souhaitez que nous fassions plus de contenu différent. C'est-à-dire qu'ils ont dépensé 4 000 milliards de dollars. Rien. A-t-on le choix de dire autre chose que la vérité? Ils ont un peu trahi les électeurs sur le Brexit. C'est un argument antidémocratique total. Il y a plusieurs cercles de pouvoir. Nous allons défendre l'idée de nation. Eh bien, il va falloir nous y aider. Rejoignez-nous sur la chaîne Twitch. Donc, Je vous y attends, je vous en remercie. À bientôt. Bonsoir à tous nos auditeurs. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Malice. Mathieu est juriste. Il nous a fait le plaisir de venir une fois sur le Cercle Aristote. C'est la deuxième fois. Et il est fondateur de la chaîne YouTube Libre et Riche. Il analyse l'actualité financière et il propose également des formations financières. Ce soir, on va parler de 3 thématiques principales. Je vais laisser la parole à Mathieu et on va commencer par parler de ce qui a été vu pas mal de fois dans les médias dernièrement. Donc, les faillites de certaines banques, notamment aux États-Unis et en Suisse, et puis des déboires des banques en Europe, notamment de la Deutsche Bank. Voilà, je te laisse la parole. Merci pour l'invitation d'ailleurs, c'est toujours un plaisir, c'est la deuxième fois effectivement et c'est toujours avec grand plaisir de pouvoir intervenir et discuter, échanger avec vous et profiter de cet instant avec les auditeurs. Dans le cas des banques, alors effectivement, bon, je pense que c'est pas passé inaperçu, on voit que c'est pas mal tendu en ce moment, bien que ça semble se calmer, entre guillemets, hein. Ça semble se calmer parce qu'il y a des politiques monétaires qui sont mises en place pour essayer de calmer les tensions et autres. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aime bien l'analyser du point de vue comptable. C'est-à-dire, pour comprendre l'économie et la finance, généralement, il faut avoir quand même quelques notions de comptabilité et notamment du bilan comptable, hein, actif, passif. Aujourd'hui, traditionnellement, une banque, ce qu'elle fait, l'activité principale d'une banque, ce qu'on pourrait appeler le business model d'une banque, c'est je prête à long terme et je m'endette à court terme. Donc, c'est-à-dire que je vais prêter, c'est mes actifs, je concède des crédits, typiquement des prêts hypothécaires, prêts immobiliers sur 20, 30 ans par exemple, et je m'endette, donc c'est des dépôts des clients, dépôts qui peuvent être retirés à tout moment. Bon, ça à peu près, en principe, on le comprend tous. Ça veut dire que le bilan d'une banque, il est par nature extrêmement déséquilibré. Pourquoi? Comme elle prête à long terme, elle a des actifs qui sont peu liquides, c'est-à-dire qu'elle va avoir de la difficulté à récupérer l'argent si elle a besoin de revendre ses actifs, et dont l'échéance est long terme, j'ai dit 20-30 ans. Donc elle va mettre du temps avant de récupérer cet argent. Et de l'autre côté, elle doit de l'argent très rapidement à des clients qui peuvent réclamer cet argent à n'importe quel moment, c'est-à-dire dans l'espace de quelques secondes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les banques se trouvent en difficulté précisément à cause du fait de la remontée des taux, on va y revenir, l'inflation qui a explosé, etc., etc. Pour bien comprendre pourquoi on est tombé dans ce système-là, ou du moins pourquoi cette situation-là, elle commence à fragiliser de plus en plus les banques, il faut partir du principe qu'à partir de 2009, la crise des subprimes, il y a eu ce qu'on appelle la réglementation de Bâle, hein, Bâle 3. Donc c'est une réglementation qui visait à diminuer les effets de levier que les banques avaient mis en place, c'est-à-dire que les banques étaient surendettées et donc prêtaient énormément. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a un très bon film sur le sujet, c'est The Big Short, avec, en fait, ça reflète l'histoire de Michael Burry.
Et donc, avec la réglementation de Bâle, le principe, c'était d'obliger les banques à avoir des actifs de très bonne qualité, pour les éviter de prêter, donner des crédits pourris, entre guillemets, et de réduire cet effet de levier. Problème, c'est que la réglementation de Bâle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle obligeait indirectement les banques à se surexposer aux dettes d'État, ce qu'on appelle les obligations. A priori, on considère que la dette américaine, la dette française, la dette allemande sont sans risque. À quelque chose près, on dit qu'elles sont considérées comme c'est du taux sans risque. Donc à partir de ce moment-là, si on leur dit aux banques ça c'est sans risque, vous pouvez vous exposer à ce type d'actifs, elles vont se remplir d'obligations d'État. D'autant plus qu'il y avait le quantitative easing, le QE, qui faisait que les banques étaient incitées aussi à acheter des grandes quantités d'obligations d'État. Donc, il y a eu la réglementation de Bâle, et il y a, encore une fois, comptabilité, une différence entre ce qu'on appelle le AFS et le HTM. C'est-à-dire que la manière dont une banque va valoriser les actifs qu'elle possède. Je m'explique. Le HTM, c'est Held to Maturity, c'est-à-dire les actifs qu'elle va garder à échéance. Quand elle les valorise en HTM, les actifs, elle les valorise en coût amorti. Je vais expliquer, je vais rentrer bien dans les détails, ça peut être complexe, mais quand on m'a dit que les auditeurs du Cercle Aristote étaient pointus et étaient très bons en finance, je peux me permettre de rentrer dans les détails. Et donc, par contre, quand elle valorise les actifs en AFS, c'est Available for Sale, c'est des actifs qui sont valorisés en valeur de marché. Le problème, c'est que la plupart des banques valorisaient leurs actifs en HTM. Et donc, quand les taux ont remonté parce que l'inflation a explosé, donc les taux ont remonté pour lutter contre l'inflation, comme il y a une relation inverse entre prix de l'obligation et taux d'intérêt, quand les taux remontent, les obligations perdent de la valeur. Donc, à l'actif, les banques se retrouvaient avec des obligations qui avaient perdu de la valeur, sauf que la comptabilité ne le montrait pas, parce qu'ils étaient valorisés en HTM. La majorité des obligations étaient valorisées en HTM. Ce qui fait qu'au début, quand les taux ont commencé à remonter, on ne s'est pas rendu compte que les banques se retrouvaient avec un actif qui perdait de la valeur, et qui en perdait beaucoup. Et ça, petit à petit, on commence à s'en rendre compte au fur et à mesure que les taux remontent, qu'on a un resserrement monétaire, donc on est passé du quantitative easing au quantitative tightening, donc d'un assouplissement monétaire à un resserrement monétaire. Et là, à partir de ce moment-là, on a des problèmes de liquidité et de solvabilité qui apparaissent. Ce qui se passe en plus, c'est que, et on le voit d'autant plus aux États-Unis, moins en France, précisément par le système qui est là-bas aux États-Unis, donc je vais expliquer, c'est qu'aux États-Unis, on a une différence entre les dépôts à vue, donc les comptes courants classiques qu'on utilise tous, donc pour faire nos transactions quotidiennes, et les dépôts, enfin les comptes d'épargne, on va dire. Alors, les dépôts à vue, c'est quoi? Typiquement, mon compte courant que j'utilise pour payer avec ma carte de débit, c'est un dépôt à vue. Un compte d'épargne, c'est quoi? C'est un compte sur lequel je laisse mon argent et a priori, le taux d'intérêt est un peu plus élevé, je vais pouvoir obtenir un certain rendement. La contrepartie de ce rendement, c'est que je ne peux pas utiliser cet argent comme je le veux. Et là-bas, aux États-Unis, il y avait une limite de 6 retraits par mois, 6 transactions par mois. Donc c'est la contrepartie, c'est-à-dire je ne peux pas utiliser mon argent comme je veux, et en contrepartie, j'ai un rendement qui est plus élevé qu'un dépôt à vue, vu que je peux utiliser l'argent comme je veux, donc pas de rendement. Le problème, c'est qu'il y a eu le Covid. Avril 2020, il y a beaucoup de personnes qui commencent à perdre leur emploi, et la Réserve fédérale dit, il y a beaucoup de personnes qui ont de l'argent dans ces comptes d'épargne, mais comme ils sont limités à 6 transactions par mois, elles ne peuvent peut-être pas l'utiliser. Donc, ils ont enlevé cette limite de 6 transactions à partir de avril 2020 pour permettre aux personnes d'accéder à cet argent qui leur appartenait. Encore une fois, jusqu'à ce moment-là, on ne voit pas les conséquences que ça peut avoir. Par contre, quand les taux ont commencé à remonter, ces personnes-là qui avaient de l'argent investi dans des comptes d'épargne auraient dû profiter de la remontée des taux. Mais comme on avait enlevé cette limite de 6 transactions qui était la contrepartie d'un rendement plus élevé,
finalement, les comptes d'épargne sont devenus comme des comptes, des dépôts à vue. Il n'y avait plus de différence entre les deux. Ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, on peut aller sur le site de la Fred, c'est en direct, hein, on a les statistiques, on voit qu'il y a des sorties massives d'argent, des dépôts. Donc, je crois que on était aux alentours de 850 milliards de dollars ou quelque chose comme ça, c'est énorme. Hein. Et en fait, cet argent, il a été sorti des dépôts par les déposants, hein, les individus, pour les placer dans des fonds monétaires qui, eux, investissent dans de la dette qui, en fait, profitent de la remontée des taux. Et donc là, du coup, en comprenant que le bilan des banques actifs-passifs, on se rend compte qu'à l'actif, on a une perte de valeur des investissements des banques, et au passif, on a des retraits massifs des gens, des individus. Ce qui fait que les banques qui, comme je l'ai dit, empruntent à court terme et prêtent à long terme, se retrouvent à devoir de l'argent à des personnes qui le retirent maintenant très rapidement, mais des actifs qui ont perdu de la valeur et qu'elle ne peut pas se permettre de revendre, parce que sinon, elle recevra moins d'argent que ce qu'elle aurait pu prétendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la SVB Bank, en plus qui a été exposée à des sociétés technologiques, il y avait d'autres particularités, on va dire, mais globalement, on se rend compte que c'est précisément la situation dans laquelle se trouvent les banques, c'est-à-dire des tensions tant du côté de l'actif que du côté du passif. Parce que le business model d'une banque est comme ça. Donc on a eu la Réserve fédérale qui est venue, qui a mis en place un nouveau programme d'achat d'actifs pour les maintenir à une certaine valeur et permettre aux banques de se récupérer. Bon, en réalité, on refile juste la patate chaude et on verra en fait les conséquences que ça aura dans quelques mois. Mais en tout cas, ça ne résout pas le problème. Voilà à peu près, j'espère que j'ai perdu tout le monde, mais voilà à peu près ce qui se passe avec les banques. Du côté de la France, est-ce qu'on peut se retrouver avec une situation similaire? A priori, oui, parce que c'est les banques, enfin, c'est toutes les banques qui mettent en place ce business model, dans une plus ou moins grande mesure. Pourquoi? Parce que la Fed est vraiment allée fort, c'est-à-dire dans son resserrement monétaire, elle y est vraiment allée fort, et pareil, quand elle a remonté les taux, elle les a remontés beaucoup plus vite et de manière beaucoup plus élevée que la Banque centrale européenne, par exemple. Donc, on verra encore dans les mois qui arrivent quelle sera la situation des banques. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les problèmes sont toujours présents, et plus les taux monteront, plus le système va se fragiliser de toute manière. Alors, si l'inflation venait à baisser de nouveau et que les taux rebaissaient, on pourrait résoudre un petit peu la situation, ou du moins temporairement. Bon, pour l'instant, on ne sait pas si les taux vont rebaisser. Et qui seraient les premières victimes de ça en Europe? On l'a vu avec le Crédit Suisse, hein, donc ça a été le Crédit Suisse la première victime. Bon, elle, ça remonte aussi que c'est, on peut dire, une banque mafieuse. Hein, elle est impliquée dans toutes les magouilles qui existent. Archegos Capital, les Tuna Bonds, elle finançait plein de trucs comme ça avec des magouilles. Bon. Et elle avait déjà des problèmes l'année dernière, avant même que les banques américaines souffrent de fragilité, on va dire. Elle avait été obligée de se recapitaliser, je ne sais plus combien, je crois que c'était 14 milliards ou 4 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que quand il y a une perte de confiance au niveau du système et vis-à-vis d'une banque, pour récupérer la confiance, c'est très, 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 très difficile. Et aujourd'hui, les banques ne peuvent pas se permettre d'augmenter la rémunération des dépôts des clients, précisément parce que pour pouvoir rémunérer le passif, hein, les dépôts des clients, encore faut-il avoir un bon rendement du côté des actifs. Le problème, c'est que pendant cette dernière décennie, ils ont investi massivement dans des obligations qui versaient du 0%, 1% grand max. Donc, on ne peut pas se permettre de payer du 4%, parce que sinon, on se vide de liquidité, ce qui fait que automatiquement, on tombe en insolvabilité, hein, donc en faillite. Merci pour cette première partie. On va rester sur la monnaie et puis on va parler du dollar. Donc, ça fait quelques temps que on dit, alors les médias, certaines chaînes YouTube parlent du fait que ça serait la fin de l'hégémonie du dollar et que les BRICS, notamment la Chine, prendraient le dessus en termes de monnaie utilisée. Est-ce que tu peux nous en dire plus et est-ce que toi tu crois à cette théorie de la fin de l'hégémonie du dollar au niveau mondial?
Alors je vais me faire des ennemis. Allez, je vais essayer de l'analyser objectivement pour expliquer pourquoi j'ai cette position. Non seulement, à mon sens, alors souvent d'ailleurs pour l'anecdote, avant même que je donne ma réponse, souvent on parle de yuan, d'accord? On parle de la devise chinoise en yuan. Bon, en réalité, le yuan, c'est pas une monnaie, c'est-à-dire que c'est une unité monétaire. En réalité, la monnaie chinoise, c'est le renminbi, le renminbi. C'est comme dire, l'or et la once d'or, par exemple. C'est-à-dire que, heu, je paye en renminbi, en monnaie chinoise, et ça me coûte 10 yuan, par exemple. C'est comme si je disais: «Je paye en or» et ça coûte 10 onces d'or. Je sais pas si, je m'explique? Et je dis pas: «Je paye, 10 or», je paye 10 onces. Bref, bon, ça c'était pour l'anecdote, c'est parce que je vois souvent, la confusion. C'est 2 choses différentes. Un, c'est une monnaie, l'autre, c'est une unité monétaire. Hem, ce que je disais effectivement, est-ce que la Chine va imposer sa devise? Moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est: est-ce que la Chine en a l'intention? C'est déjà ça. Pourquoi? Je vais essayer d'analyser un petit peu l'historique de l'hégémonie du dollar et ça me permettra en fait enfin, ça permettra de comprendre pourquoi, à mon sens, la Chine n'a pas intérêt à ce que sa devise s'impose en tant que monnaie de réserve et pourquoi en réalité elle en a pas tant l'intention que ça. D'abord, il faut savoir que, jusqu'en 1914, on était sous un système d'étalons or. Donc typiquement, j'avais une monnaie, du franc, du dollar, de la livre sterling et autres, qui était adossée à une certaine quantité d'or, ce qui permettait de faciliter les transactions internationales, puisque au lieu de payer en devises, je payais en or. Bon. À partir de 1914, Première Guerre mondiale, ça saute, parce qu'on a besoin de financer les déficits et la guerre. S'il y a un soupçon de retour à l'étalon or avec Churchill après la Première Guerre mondiale, ça échoue. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi ça échoue, mais ça donne pas suite. Deuxième Guerre mondiale, pas d'étalon or, et il y a un retour à l'étalon or, un étalon dollar or en 1944 avec Bretton Woods. Bretton Woods, mise en place de l'étalon dollar or. Pourquoi? Parce que les États-Unis qui ont financé la guerre, ils se retrouvent avec pratiquement tous les stocks d'or au monde. Et donc, forcément, tout le monde a confiance dans le dollar puisque c'est les États-Unis qui ont des stocks d'or. À partir de ce moment-là, comme les États-Unis se retrouvaient dans un système où il y avait plus de la masse monétaire en termes de dollars était plus élevée que la quantité d'or qui était censée garantir la valeur du dollar au sein de la circulation, on se retrouve avec un déséquilibre. On voit d'ailleurs, il y avait le général de Gaulle qui allait avec des bateaux retirer son or. Forcément, Richard Nixon, le 15 août 71, met fin à la convertibilité du dollar en or. En fait, il a fait défaut, tout simplement. C'est comme s'il avait une dette, il n'avait pas remboursé sa dette, c'est un défaut pur et simple. Comme l'Argentine en 2001, comme la Grèce en 2011, c'est la même chose, simplement que c'est passé un peu plus comme une lettre à la poste, on va dire, c'est passé un peu inaperçu. Toujours est-il qu'il s'agit d'un défaut, et le dollar commençait à perdre la confiance que les étrangers pouvaient avoir vis-à-vis du dollar commençait à diminuer. À partir de ce moment-là, en 1974, les États-Unis, de concert avec l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, mettent en place un pacte pour que l'ensemble des transactions pour l'achat de pétrole se fassent en dollars. C'est-à-dire que même les pays qui n'avaient rien à voir avec les États-Unis ou le dollar se mettent à acheter le pétrole en dollars. Ce qui fait qu'il y a une hausse de la demande de dollars, en tout cas au niveau des transactions. La particularité des États-Unis, c'est que c'est eux qui ont les plus grands marchés financiers au monde, Wall Street, et quand l'Arabie Saoudite reçoit des dollars en l'échange de son pétrole, garder les dollars, ça sert à rien. Il y a un coût d'opportunité à les garder, ça sert à rien. Elle les réinvestit aux États-Unis. Parce qu'encore une fois, c'est les marchés mondiaux, c'est ce qui a les marchés financiers les plus développés au monde. Donc on dit qu'elle recycle les dollars, en fait. Elle rachète de la dette américaine, elle investit sur les marchés américains, ce qui fait que le dollar, mécaniquement, devient une réserve de valeur. Il faut bien distinguer monnaie de transaction, j'échange, j'utilise cette monnaie pour échanger, et monnaie de réserve, je l'utilise en réserve, j'investis dans cette monnaie et j'ai des actifs libellés en dollars. Évidemment, ça a donné un pouvoir exorbitant, ce que disait Valéry Giscard d'Estaing, ça a donné un pouvoir exorbitant aux États-Unis, la possibilité de sanctionner les pays
avec lesquels l'oncle Sam ne s'entendait plus, on va dire. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus qui en ont un petit peu marre de ce système. Il y a eu le cas avec Kadhafi, Saddam Hussein, quand ils ont eu la volonté de mettre fin à ce système, se faire payer en euros ou retourner à un dinar or. On sait comment ils ont fini. L'un, il s'est fait tabasser par sa population, l'autre, il a fini pendu. Il y a eu aussi le coup d'état de Hugo Chavez au Venezuela en 2011. Bon, à chaque fois qu'il y a eu un risque vis-à-vis de cette hégémonie, ça a un peu mal fini. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est sanctionnée, il y a l'Iran qui est sanctionné également. Donc on se retrouve avec une coalition d'États, notamment les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui cherchent une alternative à ce système hégémonique du dollar pour éviter que les États-Unis imposent un petit peu leur diktat. Donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus, en tout cas à partir du gel des avoirs russes l'année dernière, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de publications et de médias et de personnes qui nous parlent de la fin du dollar. Ça fait des années d'ailleurs, de toute façon, qu'on en parle. Mais on va dire que la situation, la Russie a un peu exacerbé ce phénomène. Puis on a eu déjà en 2018 la Chine qui a mis en place, donc, je vais y revenir, mais qui a mis en place en fait la première bourse de matières premières, notamment de pétrole, libellée en renminbi. Donc c'est une première, puisque la plupart des marchés, enfin tous les marchés mondiaux vis-à-vis du pétrole sont libellés en dollars. Donc on commence à avoir des alternatives. Le pétrole aujourd'hui, ça reste extrêmement important, puisque le dollar, la valeur du dollar en tant que monnaie de réserve repose sur le pétrodollar. Ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant, après Bretton Woods, ça devient le pétrodollar, puisqu'on utilise le dollar pour payer le pétrole, et on recycle ce dollar dans des actifs aux États-Unis. Pareil, quand on regarde quand on regarde les graphiques, les données, d'ailleurs la dernière vidéo que j'ai faite, c'était sur ce sujet, quand on regarde si les pays exportateurs de pétrole, donc les pays du Golfe majoritairement, réutilisent les dollars, donc c'est les banques centrales qui reçoivent les dollars américains et qui ensuite les réinvestissent, on se rend compte que depuis environ 2014-2015, elles ne les réinvestissent plus. Et on se rend compte que pareil que l'Arabie Saoudite, par exemple, détient de moins en moins de dettes américaines. Donc on se rend compte qu'effectivement, elle réinvestit de moins en moins, elle recycle de moins en moins ses dollars. Donc tous ces éléments font qu'on peut se dire, bon, effectivement, on a l'impression que le dollar perd en importance, et du coup la Chine va le supplanter, puisqu'en plus la Chine accumule des stocks d'or, etc., etc. Pourquoi, à mon sens, la Chine n'a pas non plus l'intention d'imposer le renminbi en tant que nouvelle hégémonie? En fait, la raison elle est assez simple. C'est que pour pouvoir imposer une devise, encore faut-il que cette devise ait une certaine utilité. Aujourd'hui, le dollar n'est utilisé en tant que réserve que parce qu'il est possible de les réinvestir. Garder de la monnaie, les investisseurs le savent, peut-être que les individus qui n'investissent pas le savent un peu moins, mais avoir de l'argent, même en banque, des liquidités, ça sert à rien. Alors, il faut en avoir un petit peu pour faire face, on va dire, aux coups durs et aux besoins de la vie courante, mais tous les excédents, on va dire, il faut les investir. L'immobilier, la finance, etc., etc. Et les banques centrales font exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elles ont une partie en devises et le reste est réinvesti dans des obligations, quelque chose qui est considéré comme peu risqué. Pour pouvoir réinvestir la devise que je reçois, il faut que je puisse avoir accès à des marchés libres, entre guillemets, une sécurité juridique, et une transparence au niveau des marchés, au niveau de la loi, etc., etc. Aujourd'hui, la Chine, c'est clairement pas le cas. Alors après, on peut débattre, est-ce que la Chine, c'est une dictature? Est-ce que c'est une démocrature? Là, je rentre pas dans le détail. Toujours est-il qu'en Chine, il existe ce qu'on appelle les listes négatives. Donc, une liste négative, c'est quoi? C'est il y a certains secteurs d'activité en Chine qui sont tout simplement interdits aux étrangers. Et donc, les étrangers ne peuvent pas créer des entreprises dans ce secteur d'activité ou investir dans des entreprises qui sont liées à ce secteur d'activité. De la même manière, pour investir en bourse, dans la bourse chinoise, c'est pas possible. Je suis obligé d'utiliser une alternative. Donc, ça s'appelle des VIE, c'est des véhicules d'investissement. Je ne sais plus exactement l'acronyme à quoi ça correspond. En gros, c'est des coquilles vides qui me permettent d'investir indirectement dans une société qui est basée à Hong Kong,
sans réellement être propriétaire de la société. Donc j'essaye de détourner la réglementation chinoise qui m'interdit d'investir dans des sociétés chinoises. Toujours est-il que je ne suis pas propriétaire d'une société chinoise. Bon. Donc je ne peux pas investir dans certains acteurs d'activité, de la même manière que je ne peux pas investir en bourse, dans la bourse chinoise. Ce qui fait que l'utilisation que je peux faire du renminbi que je pourrais éventuellement avoir est très très limitée. Parce qu'encore une fois, la Chine contrôle les capitaux, elle essaye de guider l'économie. C'est une économie qui est planifiée, on va dire. Et donc, si demain la Chine voulait imposer le renminbi en tant que monnaie de réserve, il lui faudrait lever ce contrôle des capitaux, purement et simplement. Le problème, c'est que si elle accepte de lever ses capitaux, elle accepte que les étrangers puissent racheter une partie de son économie. Des entreprises, des biens immobiliers, de la terre, etc., etc. À mon sens, peut-être que je me trompe, mais tout ce qui est fait aujourd'hui ne donne pas l'impression que la Chine accepte de se dépouiller de sa richesse, entre guillemets. Aujourd'hui, moi, si je veux acheter une entreprise américaine, Google, Tesla, Apple ou autre, je peux le faire. J'ai un courtier en bourse, j'achète une action, c'est auprès d'un dépositaire central, je deviens propriétaire, ça m'appartient. Je peux investir dans de l'immobilier américain. Donc je peux avoir une débouchée pour les dollars que je peux posséder. Je peux racheter des actifs, chose que je ne peux pas faire en Chine. Et donc, pareil, si la Chine veut que les personnes puissent réutiliser, réinvestir la monnaie chinoise qu'ils pourraient posséder, si elle accepte de lever les capitaux, il faut qu'elle accepte aussi que son taux de change flotte et qu'elle ne puisse plus contrôler en fait les mouvements qui peuvent émerger. Et il va falloir qu'elle puisse donner du renminbi puisque la demande internationale de renminbi va s'accroître. Donc si elle ne donne pas du renminbi, c'est-à-dire que le taux de change va prendre de la valeur, va se réévaluer. Ce qui veut dire que l'économie chinoise va se retrouver en déflation. Et si elle se retrouve en déflation, ça veut dire que les prix internationaux, donc le taux de change vu qu'il monte, les exportations chinoises diminuent puisque ça devient plus cher pour les pays étrangers. Ce qui fait que pareil, elle va se retrouver avec une balance commerciale qui va chuter. Or aujourd'hui, elle est excédentaire, c'est-à-dire qu'elle exporte plus que ce qu'elle importe. Je ne suis pas sûr que la Chine accepte de vouloir importer plus que ce qu'elle exporte pour donner justement cet excédent monétaire aux étrangers. Donc il y a une série d'indicateurs. Je pourrais rentrer encore dans les détails, on pourra en discuter des heures et des heures parce que c'est passionnant, mais qui indiquent qu'elle a tout sauf l'intention d'en faire une monnaie de réserve. Et on le voit d'ailleurs avec le yuan digital, si après on parle de monnaie digitale de banque centrale, l'euro numérique et autres. Le yuan digital a été instauré notamment durant les Jeux Olympiques et ça a justement une vocation de contrôler encore plus l'économie. Crédit social en Chine, dans certains endroits, etc. Et ça, c'est comment je peux être sûr que le renminbi que je reçois, je vais pouvoir l'utiliser, on va pouvoir me laisser investir dans certains actifs, si derrière l'économie est contrôlée, j'ai une note qui m'empêche de prendre l'avion, d'investir, d'avoir un crédit et autres si je me comporte mal, je ne peux pas investir dans les entreprises, etc., etc. Et est-ce que dans le cas de l'Inde, ça pourrait être envisageable sur du plus long terme, parce qu'ils ne sont pas encore au niveau de la Chine, mais dans le cas de la roupie indienne, du coup. Oui. Disons que dans l'absolu, on va dire qu'en réalité, n'importe quelle devise pourrait devenir une réserve de valeur, enfin une monnaie de réserve au niveau mondial. Une chose, c'est le vouloir, autre chose, c'est le pouvoir. Donc effectivement, la roupie pourrait l'être. Encore faut-il qu'elle puisse permettre aux étrangers d'avoir accès à des capitaux, enfin à des marchés liquides. Ce qu'on dit, on parle de profondeur, enfin que les marchés sont profonds et liquides, c'est-à-dire je peux réinvestir facilement, sortir mon argent si j'en ai besoin, investir dans n'importe quelle classe d'actifs et autres. Que le système juridique soit dans la mesure du possible transparent. Alors attention, des fois on mal interprète. Ah, Mathieu il dit les États-Unis c'est tout transparent, c'est parfait. Non, attention, j'ai jamais dit ça. Pour autant, sincèrement, je préfère le système juridique américain, les marchés américains, que les marchés chinois, que les marchés russes, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, que les marchés africains ou autres, parce que j'ai une certaine transparence au niveau des informations qui sont données, j'ai une certaine facilité d'accès au marché et autres, chose que je n'ai pas dans les autres pays.
ou très peu. En France, je l'ai, en Angleterre, je l'ai, dans les pays développés, en règle générale, je l'ai. En Inde, aujourd'hui, je ne sais même pas comment elle s'appelle, la bourse indienne, en toute honnêteté. Aujourd'hui, la roupie indienne, ça reste une devise qui est très peu utilisée. Elle est même pas, en fait, quand on regarde les statistiques du FMI, elle est même pas dans les réserves. Et au niveau international, au niveau des échanges, elle apparaît même pas. Est-ce qu'elle peut, dans le futur? Pourquoi pas? Si elle facilite l'accès aux capitaux, si elle facilite la profondeur des marchés, si elle permet à ce qu'on puisse réutiliser la roupie et autres. Bon, en l'état actuel des choses, on est un peu loin de parvenir à cet objectif. Je vais rebondir juste sur une question d'Albert Alberto du 34, parce que c'est sur ce sujet-là. Est-ce que la dédollarisation est nécessairement liée au remplacement par une autre monnaie, donc chinoise ou autre, ou est-il envisageable, qu'il y ait une multipolarité monétaire Il peut y avoir une multipolarité monétaire. Bon, aujourd'hui, quand on regarde les données, encore une fois, j'insiste bien il y a une différence entre monnaie d'échange, d'accord? Une monnaie que je vais utiliser pour réaliser des échanges au niveau international, et monnaie de réserve. Aujourd'hui, en termes de monnaie de réserve, le dollar, c'est 60% des réserves mondiales. C'est la large majorité, hein. Il n'y a aucune devise, du coup, qui a atteint ce niveau. 60%, et au niveau des échanges internationaux, c'est 88% des échanges internationaux. C'est-à-dire que c'est encore plus élevé que le dollar, l'utilisation du dollar en termes de réserve. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre devise? Donc je vais répondre aux deux questions. Au niveau des réserves et au niveau des échanges. Bon, au niveau des réserves, on a l'euro. L'euro, je crois que c'est 20%, quelque chose comme ça. Et après, c'est un peu de francs suisses, un petit peu de livres sterling. Il y a le renminbi qui est aux alentours de 4%, je crois. Mais on voit que ça reste quand même minoritaire. Donc aujourd'hui, oui, on a une coexistence entre différentes devises en termes de réserves, notamment dollars et euros. On a beau critiquer l'euro, ça reste une monnaie qui permet d'avoir une certaine facilité d'accès au marché, hein, marché français, marché allemand, marché espagnol, italien et autres. Et au niveau des échanges, bon, 88% du dollar, et l'euro est majoritairement utilisé au sein de la zone euro. Donc c'est pour ça que dans les statistiques, ça représente très peu. Là, c'est quand même assez difficile d'imposer sa monnaie. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas. Typiquement, le yuan, le renminbi est passé de 2019 à 2022 de 4% à 7%. Pour autant, encore une fois, en termes d'échange, disons qu'il prend de l'importance, mais en termes de réserve, il ne bouge pas, ou très peu. Pourquoi? Parce que des fois on me dit, oui, mais ils ont changé, ils ont mis Swift, ils ont enlevé Swift en Russie, ils ont mis en place un nouveau système, etc. Oui, non, mais attends. Swift, ça n'a rien à voir. Swift, c'est un moyen de communication, d'accord? Si on reprend l'acronyme Swift, c'est Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Donc, c'est un moyen de communication. C'est comme si on me disait, tu parles français, donc tu es lié à l'euro. Non, rien à voir. Moi, je parle français, je peux utiliser du dollar, je peux utiliser du franc suisse, etc. Donc Swift, ça n'a rien à voir avec les monnaies de réserve. C'est un moyen de communication qui, encore une fois, permet d'envoyer et de vérifier que les transactions se réalisent bien et de manière sécurisée. Ça ne veut pas dire que ta monnaie, ça devient une réserve. Donc effectivement, le renminbi peut être échangé de manière plus importante, prendre de l'importance en termes d'échange, sans pour autant gagner de l'importance en termes de réserve. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire, OK, Arabie Saoudite, on se met d'accord, tu me vends ton pétrole en renminbi, je te le paye en renminbi, et tu reçois du coup ma monnaie. L'Arabie Saoudite peut très bien dire oui, et automatiquement changer ses renminbi pour prendre du dollar et les investir aux États-Unis. Rien ne m'empêche de le faire en fait. Rien. Pourquoi? Parce que je sais très bien que ton renminbi va pas me servir à grand-chose. C'est-à-dire, je vais le garder dans un coffre, mais ça me sert à rien. Il y a un coût d'opportunité à garder sa monnaie immobilisée. Il faut bien le comprendre. Donc la personne, elle peut dire: «Oui, j'accepte ta devise et je la change automatiquement sur les marchés pour prendre du dollar. Et le dollar, je vais le réinvestir et le garder en réserve». Et pourquoi aujourd'hui on observe une augmentation de l'utilisation du renminbi dans les transactions internationales, notamment vis-à-vis de l'Arabie Saoudite? La raison, elle est simple. C'est que la Chine, c'est le pays importateur, le premier pays importateur de pétrole au monde, qui a dépassé les États-Unis aux alentours de 2015-2016,
Et l'Arabie Saoudite, c'est le premier pays exportateur de pétrole. Donc forcément, Arabie Saoudite, Chine, il faut que les deux soient contents. Chine, achète-moi mon pétrole. Chine, Arabie Saoudite, vends-moi ton pétrole. Ok, on se met des accords. Tu me donnes du pétrole, je te donne du renminbi, etc. Et ça, en fait, ça dérive tout simplement du fait qu'à partir de 2015-2016, il y a le pétrole de schiste qui explose aux États-Unis. D'ailleurs, quand on regarde les graphiques du Brent ou du WTI sur quelle que soit la base de données sur Internet, on voit que le pétrole se casse la figure. En fait, il passe environ de $100 à $30 le baril. Pourquoi? Parce que les États-Unis, à partir de cette date-là, pétrole de schiste explose, production explose, et aujourd'hui, les États-Unis sont le premier producteur de pétrole au monde. Producteur, je n'ai pas parlé d'importation ou d'exportation, hein, je parle de production. Du coup, les États-Unis ont moins besoin d'importer du pétrole d'Arabie Saoudite, puisqu'ils le produisent eux-mêmes. Donc forcément, les liens entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis chutent. Donc les transactions entre ces deux pays diminuent. Pour autant, l'Arabie Saoudite continue de réutiliser les dollars ou d'échanger le renminbi contre du dollar pour les réinvestir aux États-Unis. Sauf que ça, et ce que je disais tout à l'heure par rapport aux banques centrales, avant, cette réutilisation, ce recyclage, on parle de recyclage, se voyait directement avec les banques centrales. Et en fait, les banques centrales publient les données, donc on le voyait. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Pourquoi? Parce que c'est plus les banques centrales en fait qui le font, c'est ce qu'on appelle les fonds souverains. Donc, typiquement, c'est des fonds d'investissement qui appartiennent à l'État. Et là, c'est un peu plus opaque. On le voit moins. Mais on arrive à détecter les mouvements qui sont réalisés et on se rend compte qu'en fait, les fonds souverains réutilisent des dollars et les réinvestissent directement. C'est très clair. On va passer à la dernière partie sur donc la monnaie numérique avec notamment l'euro, mais tu l'as mentionné, ça serait possible qu'il y ait un renminbi aussi peut-être numérique. Enfin, il y en a un a priori qu'ils ont mis en place pendant le Covid. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus? Et est-ce que tu peux nous dire si c'est un fantasme ou si c'est une réalité? Ah ben, malheureusement, c'est une réalité qui est bien une réalité réelle. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est la Chine hein, qui est un peu à l'origine de la mise en place d'une monnaie digitale de banque centrale, puisque c'est en 2017. Donc, c'est un peu, on voit d'ailleurs un peu la contradiction avec le fait de je veux que ma monnaie soit une monnaie de réserve, mais derrière, je mets en place une monnaie digitale de banque centrale qui est contrôlée, qui vise à contrôler l'économie. Enfin bref. Aujourd'hui, pourquoi c'est déjà d'actualité? Parce qu'on a environ 114 pays qui sont à divers stades d'exploration. Pardon. Donc, c'est-à-dire qu'on a quand même 114 pays, ce qui est la large majorité des pays, qui ont soit pour intention d'instaurer une monnaie digitale de banque centrale, soit l'ont déjà fait. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il y en a 11 dans le monde qui l'ont déjà fait. Jamaïque, il y a la Chine, et quelques pays, je crois qu'il y a le Nigeria, ou je ne sais plus exactement à confirmer, mais il y en a déjà 11. Mais 114 qui sont déjà intéressés, dont les pays de la zone euro. Les États-Unis avaient les réserves fédérales. Et là, effectivement, ça devient problématique. Pourquoi? Alors, la plupart du temps, quand je parle de ce sujet-là, on me dit « Ouais, mais c'est pas grave, la monnaie, elle est déjà digitalisée. Donc, ça va rien changer. » Je dis « En fait, t'as rien compris. » Parce que oui, c'est vrai, la monnaie est déjà majoritairement digitale, électronique, on va dire. D'ailleurs, quand on regarde au niveau de la masse monétaire, en Suède, par exemple, la monnaie physique, hein, billets, pièces, ne représente que 2% de la masse monétaire totale. C'est-à-dire que le reste, 98%, c'est de la monnaie électronique. En zone euro, c'est un peu plus de monnaie physique, on est aux alentours de 10%, et aux États-Unis, c'est à peu près pareil, c'est équivalent. Et donc, ça veut dire que la large majorité, 90% de la masse monétaire, c'est des notes comptables. Hein, c'est ce qu'il y a écrit sur un ordinateur. Ça n'a pas on va dire de représentation physique tangible. Bien que le fait que ce soit tangible, ça rajoute pas de la valeur, puisque c'est un bout de papier, hein, typiquement quand c'est un billet. Enfin bref. Le problème, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, contrairement à une croyance populaire, bien que souvent, c'est ce qu'on entend tant dans les médias que dans la bouche de certains économistes, entre guillemets,
il est faux de croire que la banque centrale contrôle la masse monétaire. Enfin, en tout cas, elle l'influence, mais elle ne la contrôle pas. Aujourd'hui, qui crée la masse monétaire? Globalement, c'est les banques commerciales. On dit que quand elles concèdent des crédits, elles créent des dépôts, actifs-passifs, ce dont on parlait au début. Et donc, c'est elles, en fait, qui augmentent la masse monétaire au gré de la demande de crédit, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je veux faire un crédit pour acheter un bien immobilier, je vais à la banque, elle me concède un crédit, ben hop, elle automatiquement crée de l'argent qui atterrit dans le compte de la personne qui m'a vendu la maison. Ça veut dire que j'ai pas de relation directe avec la banque centrale. La banque centrale n'a ni accès à mes comptes, ni ne contrôle la quantité que je peux avoir dans mes comptes. Demain, avec l'instauration d'une monnaie numérique, typiquement un crypto-euro, crypto qui n'a de crypto que le nom, hein, j'y reviendrai après, on aurait un lien direct avec la banque centrale, ici la Banque centrale européenne. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, effectivement, la présence des banques commerciales, les banques qu'on utilise au quotidien, leur présence perdrait en pertinence, on va dire, elles n'auraient plus lieu d'être, puisque c'est la banque centrale directement qui pourrait créer de l'argent, soit pour nous concéder un crédit, soit pour nous le reverser au travers d'un revenu universel, par exemple. Et donc, la possibilité de voir dans quoi on dépense, comment on gagne notre argent, comment on consomme, etc., etc. Est-ce qu'on investit, est-ce qu'on n'investit pas, est-ce qu'on laisse trop d'argent sur nos comptes, et ainsi de suite. Du coup, ce qui se passe, c'est que je deviens un petit peu dépendant du bon vouloir du politique, puisqu'il ne faut pas oublier que la Banque centrale européenne aujourd'hui, la présidente de la Banque centrale européenne est élue indirectement par les représentants d'État, hein, donc c'est une institution publique. Les entités qui détiennent la Banque centrale européenne sont des États, le capital est détenu par les États, donc c'est une institution publique. C'est-à-dire que si on a décidé de mettre en place une politique qui dicte que tu dois consommer de telle manière et ne pas consommer de telle manière, fait que tu vas être obligé de suivre cette politique. D'ailleurs, on a l'exemple en Australie. En Australie, il y a eu la mise en place de ce qu'on appelle le CDC. C'était Cashless Debit Card. C'était une carte, en fait, qui était donnée aux personnes qui recevaient une indemnisation chômage. Et ces personnes-là, en fait, on leur avait mis à disposition une carte de crédit. Et cette carte de crédit avait une particularité par rapport aux cartes de crédit qu'on peut utiliser au quotidien. Aujourd'hui, moi, j'ai ma carte à quelque chose près, hein, c'est quand même assez limité, mais je peux retirer une certaine quantité d'argent en liquide. Je peux a priori dépenser cet argent chez n'importe qui, à peu près, et consommer de la manière que je veux. Avec cette CDC en Australie, les personnes qui étaient bénéficiaires, donc c'était comme des personnes qui étaient au chômage, qui recevaient une allocation, et ne pouvaient pas retirer l'argent au guichet. C'était interdit de convertir cet argent en cash. Ne pouvaient pas consommer de l'alcool et du tabac. Et ne pouvaient utiliser l'argent qui était contenu à l'intérieur de cette carte qu'auprès de certains commerçants. Ce qui veut dire que dans la pratique, ils ne pouvaient utiliser l'argent que de la manière désirée par le gouvernement. Donc, c'était pas un crypto-euro ou une monnaie digitale de banque centrale, mais en tout cas, ça donnait un aperçu des dérives que peut supposer ce type de monnaie. Puisque tu peux consommer ça, tu peux pas consommer ça, que chez cette personne, si c'est mon ami, que je lui ai donné une licence, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que en cas d'instauration d'une monnaie digitale de banque centrale, d'ailleurs, on a Christine Lagarde qui est intervenue. La vidéo, moi, je l'avais publiée sur mon LinkedIn, qui disait « Le crypto-euro ne doit pas faire l'objet, ne doit pas devenir un instrument d'investissement. » Typiquement, ça veut dire quoi? C'est que le crypto-euro ne doit pas prendre de la valeur. Bon. Ça, a priori, c'est pas trop grave parce qu'une monnaie se veut stable, elle doit ni perdre ni gagner de la valeur. Mais qui disait que à partir d'un certain montant dans ses comptes, on pourrait appliquer un impôt supplémentaire, ce qu'on appelle la monnaie fondante. Et d'ailleurs, il y avait Fabio Panetta, qui est membre du directoire de la BCE, qui avait donné un chiffre, c'était au-delà de 3 000 €, on pourrait appliquer une sorte d'impôt, c'est-à-dire tout ce qui excède les 3 000 €, paf, ça disparaît. Et ça peut disparaître puisque c'est des annotations comptables. Et donc, voilà, ça c'est les risques concrètement et globalement.
C'est perte de vie privée, je te dicte comment tu dois consommer, comment tu dois dépenser, chez qui tu peux acheter, chez qui tu ne peux pas acheter. Et donc, ça pose tout un tas de problèmes auxquels il faut vraiment être conscient et bien comprendre qu'on n'est pas face, en réalité, à une crypto-monnaie à proprement parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'utilise le Bitcoin ou quelle que soit la crypto-monnaie, alors pas toutes les crypto-monnaies, mais certaines, il y a une blockchain, c'est décentralisé, il y a un réseau pair à pair, il y a des validateurs de transactions, etc. Dans ce cas-là, bien qu'on nous parle de crypto-euro, ça n'a rien de crypto si ce n'est le nom. Il n'y a pas de blockchain, c'est centralisé auprès de la banque centrale, etc. etc. Et donc, la vie privée, il n'y en a plus dans un tel cas de figure. Voilà à peu près les risques d'une telle bêtise, quoi, pour rester poli. Mais si même les banques commerciales sont pénalisées par cette mise en place, par la mise en place d'une monnaie comme celle-là, qui aurait intérêt au final à ce qu'elle soit mise en place? Et comment on pourrait ne pas imaginer que les gens se révoltent ou se réagissent par rapport à ce genre de système? Alors, pour répondre à la première question par rapport aux banques commerciales, la Banque centrale européenne est en fait étudie le dossier depuis 2 ans. Ça fait déjà 2 ans qu'elle étudie le dossier. Et en fait, elle était elle-même consciente du risque que ça pouvait supposer vis-à-vis des banques commerciales qui, de toute manière, n'allaient pas se laisser faire et qui allaient réclamer une part du gâteau. Évidemment, elles ont un business model, elles ont des bénéfices comme toute entreprise. C'est pas mauvais, c'est pas, ça plaît pas, c'est comme ça. Et donc, elles peuvent pas accepter de perdre en part de marché et de toute manière être vouées à disparaître puisqu'elles auraient plus aucun intérêt. Donc, il y aurait un système de wallet, en fait, on aurait quand même ce wallet chez les banques commerciales, avec toutefois un lien direct avec la banque centrale. Donc, ça reste encore un peu ambigu et flou. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse claire à cette question, puisque sinon, le crypto-euro serait déjà implémenté. Mais les banques centrales sont conscientes de ce risque et donc cherchent des solutions pour que les banques commerciales puissent survivre. Donc, moi, j'ai pas la réponse, on verra bien ce qu'il en sera, mais évidemment que ça remet en cause le système des banques commerciales et leur raison d'être, on va dire. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, quant à une révolte, je suis pas sûr que tout le monde ait vraiment saisi l'ampleur du phénomène et vraiment en quoi ça consiste. Et moi, je le vois tous les jours. Quand je parle de ce sujet, c'est que les personnes me disent « Ouais, mais ça va rien changer, la monnaie est déjà digitale. » Et j'ai des personnes qui carrément ont fait des études d'économie ou ont quand même certaines connaissances en finance et qui me tiennent ce discours. Je dis, c'est quand même dommage parce que si même toi tu l'as pas compris, comment une personne lambda entre guillemets ou une personne qui s'intéresse pas forcément au sujet monétaire va pouvoir comprendre les implications que ça aura? Et pour les investissements, comment il serait fait à partir du moment où il y aurait un euro numérique? Effectivement, on en discutait la dernière fois, c'est là où on peut se demander, dans la mesure où je peux contrôler la consommation de mes citoyens, je vais aussi pouvoir contrôler leur investissement. Alors, sous prétexte de lutte contre le blanchiment d'argent, lutte contre le financement du terrorisme, etc., attention, je dis pas qu'il faut pas lutter ou autre, là n'est pas le débat, mais sous prétexte que je veux lutter contre ces fléaux, je vais pouvoir contrôler effectivement dans quoi tu investis, autant dans ce que tu consommes que dans ce que tu investis, et éventuellement te pousser à acheter des obligations d'État, comme ça je me finance facilement, et pas cher. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon et que tu as bien expliqué les concepts qu'on avait envie de traiter ce soir. On a une question de Aléoust qui rebondissait je pense, sur la première partie des banques et qui demande quid du hors-bilan des banques commerciales. Oui. Alors, d'ailleurs, j'espère que j'ai pas trop perdu tout le monde avec les explications, que c'est assez clair. Quid du hors-bilan? Alors, le hors-bilan, généralement, on l'assimile à ce qu'on appelle le shadow banking, la banque de l'ombre, on va dire. Aujourd'hui, le shadow banking a pris énormément d'ampleur, mais vraiment énormément d'ampleur. Et pour faire simple, si on doit donner une définition au shadow banking, c'est des entités qui ont à quelque chose près la même fonction que les banques, c'est-à-dire le financement, mais en dehors de toute réglementation.
Bien que la réglementation ait ses limites, on l'a vu avec la réglementation de Bâle 3 dont j'ai parlé au début, et la surexposition des banques aux obligations. Qu'est-ce qu'il en sera vis-à-vis du hors bilan? On verra bien quand ça nous pètera à la figure, parce que tôt ou tard, ça nous pètera à la figure. Et 2008, c'était un bon exemple parce qu'il y avait énormément de shadow banking et donc un assèchement des liquidités, notamment sur le marché monétaire et des prêts pourris et autres. Mais c'est assez difficile, puisque comme c'est la banque dans l'ombre, c'est un petit peu dans l'ombre. On connaît les montants parce que généralement, c'est fait au travers de produits dérivés. Et les produits dérivés, on a ce qu'on appelle les montants notionnels, hein, c'est-à-dire combien il y a par rapport au montant au sein de l'économie contrôlée, entre guillemets. On verra les conséquences que ça aura dans le futur. J'ai pas de boule de cristal, malheureusement, mais si les banques sont mal en point, on peut à quelque chose près estimer que c'est pas tout rose non plus là-bas, quoi. On a une question d'Alar qui demande si les taux rebaissent, ça n'est pas censé être l'inflation qui galope, toujours par rapport à la première partie. Alors, est-ce que c'est la baisse des taux qui fait monter l'inflation? Bon, quel lien de causalité ça peut avoir? On a vu que durant cette dernière décennie, à partir de 2008, on a eu des taux d'inflation qui étaient très bas, hein, assez proches de 0, 1%, mais très rarement aux 2% qui était l'objectif des banques centrales, tant de la Banque centrale européenne que de la Réserve fédérale américaine aux États-Unis. Et pourtant, on avait des taux qui étaient à 0, voire même négatifs en France, en Allemagne. Aujourd'hui, l'inflation qu'on connaît, aujourd'hui, on est en période de désinflation, c'est-à-dire qu'il y a toujours de l'inflation, mais les taux d'inflation commencent à chuter. Ça ne veut pas dire que les prix chutent, c'est-à-dire qu'ils augmentent moins vite, hein. Les taux d'inflation baissent, mais il y a toujours de l'inflation. Et donc, si l'inflation venait à se stabiliser, voire à chuter et à diminuer suffisamment pour retourner aux objectifs de 2%, a priori, il n'y a plus trop de raisons de garder les taux d'intérêt aussi élevés. Si par contre ça venait à restimuler l'économie, là effectivement, on pourrait avoir un lien de les taux ont baissé, l'activité économique a été stimulée, retour de l'inflation, donc forcément il faut remonter les taux, etc. etc. Bon, malgré tout, il faut bien rester conscient que l'inflation aujourd'hui elle est multifactorielle, il y a une multitude de raisons qui l'expliquent. Moi, ça m'énerve un petit peu d'entendre à longueur de journée planche à billets, planche à billets. Il faut essayer d'aller un petit peu au-delà, tout n'est pas tout noir, tout n'est pas tout blanc, il y a toujours une multitude de raisons, le monde est complexe, hein. Il ne faut pas s'enfermer sur un raisonnement. Il y a eu des plans de stimulation fiscale, aux États-Unis distribuer des chèques, en France on a eu les PGE, même si les gens ne travaillaient pas, ils pouvaient continuer de dépenser. Dans le même temps, l'offre mondiale, la production était à l'arrêt parce qu'il y avait le Covid, choc énergétique, après il y a eu la guerre en Ukraine. Il y a une multitude de causes qui provoquent l'inflation. On verra ce qu'il en sera dans les mois à venir. Est-ce que la baisse des taux fera remonter l'inflation? Seul l'avenir nous le dira, mais il n'y a pas nécessairement de lien de causalité, quoi. Si une monnaie voulait se réadosser à l'or, est-ce que cela causerait en conséquence une forte dévaluation de celle-ci? Est-ce que ça provoquerait une dévaluation de la monnaie qui serait adossée à l'or, du coup? Je pense qu'on se rendrait compte que la monnaie qu'on utilise aujourd'hui n'a plus beaucoup de valeur par rapport à la monnaie qu'on utilisait auparavant. Tout simplement parce qu'avant, c'était 35 $ la once d'or, si je dis pas de bêtises. Durant les Bretton Woods, 35 $ la once d'or. Aujourd'hui, la once d'or, c'est 2000 $. Bon, on voit bien que ça a perdu de la valeur. Le fait d'être adossé à l'or ne ferait pas perdre de la valeur à la monnaie, mais elle permettrait de se rendre compte que la monnaie a perdu de la valeur. Il faut plutôt inverser le raisonnement. Mis à part ça, par contre, la monnaie qui serait adossée à l'or, ou le groupe de monnaies adossées à l'or, garderait une certaine stabilité par rapport aux monnaies qui ne seraient pas adossées. Bon. Sincèrement, même si moi je suis pro étalon or, je pense qu'il y a très peu de chances à ce qu'on retourne à un système d'étalon or comme on l'a connu auparavant. Donc bon. On a Andy Réau qui demande si le yen est aussi une monnaie de réserve.
Je pense que c'est le yen japonais. Enfin, Yen japonais, ouais. Yen japonais, qui a d'ailleurs le même sigle que le renminbi, hein, c'est un Y avec les deux, donc souvent on le confond. Le yen japonais est également dans les... Quand on regarde les statistiques du FMI, j'ai plus le nom en tête du lien, il y a COFACE, je crois, un truc comme ça. COFACE, je crois. Donc on voit la proportion de chaque devise dans le panier de réserve mondiale. Le yen y est, mais il a quand même une très faible part. Il est très peu représenté, on va dire. Bon, moi personnellement, je préfère avoir du dollar ou du franc suisse plutôt que du yen ou même du renminbi ou autre, quoi. Avec un contrôle excessif de la monnaie de la part des autorités, donc j'imagine peut-être avec la proposition d'un euro numérique, par exemple, Oui. est-ce qu'il y aurait la possibilité de la mise en place d'une ou plusieurs monnaies alternatives? Les types crypto, Oui. Bitcoin, là pour le coup des monnaies qui sont censées. Alors, si on était dans un régime de liberté monétaire, entre guillemets, ce que Hayek, Frédéric Hayek, qui voulait mettre en place, et d'ailleurs il avait écrit un livre, La dénationalisation de la monnaie, ça pourrait être le cas. Aujourd'hui, je ne sais plus c'est quel article, si c'est du code civil ou autre, ou du code monétaire, enfin je ne sais plus quel article et quel code, mais en tout cas, en France, la monnaie qui s'utilise, c'est l'euro. C'est la monnaie imposée pour payer ses impôts, pour les transactions, on ne peut pas utiliser une autre monnaie. Donc, est-ce qu'une monnaie alternative pourrait s'imposer? Juridiquement parlant, c'est mon côté juriste qui peut parler. Non. Non, parce que la monnaie qui a cours légal aujourd'hui, c'est l'euro. Après, est-ce que je peux investir dans une autre monnaie? Enfin, en tout cas, vendre mes euros pour acheter du dollar, pour acheter une autre monnaie ou même du bitcoin. Aujourd'hui, oui, je peux le faire. Après, dans quelle proportion? Est-ce que ça sera autant utilisé que l'euro? Est-ce que les commerçants vont l'accepter? Voilà, là, la question se pose. Mais en l'état actuel des choses, qu'une monnaie alternative en tant qui puisse avoir cours légal, c'est assez difficile de voir une telle monnaie s'imposer. Après, il y a de plus en plus de personnes qui ne croient pas dans le dollar, qui ne croient pas dans l'euro et autres, et qui choisissent d'investir dans le bitcoin, qui choisissent d'investir dans d'autres crypto-monnaies, ou qui carrément décident de fuir l'euro pour prendre du dollar. Bon, typiquement, j'ai une partie en euros, j'ai une partie en dollars. Personne ne nous l'empêche, mais c'est vrai qu'on est quand même assez limité au niveau de la réglementation. Alors, on a un auditeur qui rebondit sur ta réponse et qui dit « Il me semble pourtant qu'il existe des monnaies locales en France. Comment cela est-il possible si c'est interdit ?» Je pense qu'il fait référence peut-être à la monnaie basque, par exemple. J'ai plus le nom en tête. Ça reste minoritaire. Ça reste très anecdotique. C'est anecdotique et en plus, il faut avoir un agrément. Donc, c'est-à-dire qu'il faut suivre un certain processus. C'est la Banque de France qui te donne un agrément. Je crois qu'il y a l'ACPR aussi, c'est l'Autorité des contrôles prudentiels et de résolution qui est obligée de te donner un agrément. Et ça reste au niveau local, au niveau régional. C'est-à-dire que je ne peux pas utiliser cette monnaie pour aller payer dans une autre ville ou autre. Ça serait comme dire, mais moi, je peux utiliser des jetons pour aller aux autotamponneuses, donc j'ai une monnaie alternative. Oui, là, ça serait un scénario de désobéissance civile totale, en fait, avec tous les citoyens qui décident de... Jusqu'à ce que tu t'aies pris une amende, et puis après, ça t'a calmé, et voilà, quoi. Ouais. Mais justement, on va en profiter, on va clore cet entretien en te posant une question par rapport à la France, avec ta vision de juriste et puis d'investisseur, que tu fais de la gestion aussi de patrimoine. Comment tu vois la France dans les années à venir, économiquement parlant et puis sociétalement, si tu as envie d'en parler? C'est vaste, hein. J'aimerais bien que ça aille mieux. Mais parti comme c'est parti, alors après on risque de rentrer dans la politique et chacun a ses idées, elles sont chaque idée se respecte et je mets un point d'honneur à respecter chaque idée. À titre personnel, si je devais dire ce qui se passe, c'est vrai que on a un tel niveau de dépenses, un tel niveau d'imposition qui fait que effectivement on peut avoir du mal à se projeter.
c'est vrai qu'on a l'impression qu'on pousse de moins en moins à une certaine excellence dans le sens de se dire il faut essayer de se dépasser, il faut essayer de, même que ce soit entreprise, on a toujours tendance en France, non seulement l'argent c'est tabou, quand c'est des entreprises, c'est des méchants capitalistes et des vilains qui ne pensent qu'à l'argent et qui veulent profiter des plus faibles, qui fait que les gens, certains en ont un petit peu marre, et on a tendance à toujours se plaindre. Voilà. On le voit aujourd'hui avec ce qui se passe. Et d'ailleurs, il y a un exemple récent, je crois que c'était au Danemark, ils ont augmenté le taux d'imposition de 0,01%, enfin 0,1 point de pourcentage, je crois. Et je crois qu'il y a 30 milliardaires qui se sont taillés. Ben ouais, mais ils ont un tel niveau d'imposition, et en France, on est le pays le plus imposé de l'OCDE, avec un niveau de dépenses qui est aussi le plus élevé. Bon, fait que ça nous pend au nez aussi, ce système-là, enfin cette réaction-là. Voilà, bon, moi c'est mon point de vue. Globalement, je discute avec plein de personnes qui sont un peu dans cette situation, et on observe que d'autant plus les jeunes, de plus en plus, ont envie de partir de France. Aujourd'hui, on n'a plus cette restriction à la mobilité, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de partir, parce que je dis, j'ai pas de futur ici. Donc déjà, si les plus jeunes se disent, il n'y a pas de futur ici, c'est difficile de se projeter, d'entrevoir un bon futur, on va dire, quoi. Merci pour ton intervention, merci pour ton temps. On espère te revoir bientôt. Est-ce que tu as des projets dont tu as envie de parler avant qu'on se quitte? Oui. Merci beaucoup, merci à vous, c'est toujours un grand plaisir. Alors j'espère que j'embrouille pas trop les explications. C'est toujours plus facile quand tu t'enregistres avec une caméra qu'en direct, parce que si tu dis des choses non compréhensibles, tu peux toujours corriger, puis généralement tu as un script avec un prompteur, donc tu as eu le temps de réfléchir à ce que tu dois dire. Mais merci beaucoup, c'est vraiment, moi ça me fait énormément de plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'espère que ça plaît aussi aux auditeurs. Au niveau des projets, il y en a un qui arrive dans pas longtemps, et avec d'ailleurs Sylvain, que vous avez interviewé, Sylvain Tiger. On va organiser en fait un webinaire. Alors nous, on fait jamais de webinaire, c'est l'événement spécial. On va parler justement de BRICS, on va parler de crypto-euros, de réforme des retraites, et de comment trouver des solutions à tous ces problématiques qui peuvent émerger, on va dire. Donc ça sera le 25 avril, donc dans 11 jours. Je laisserai le lien si ça vous dit de le partager, comme ça, possibilité de s'inscrire. Oui, très bonne idée. On remercie Adigram pour son abonnement, et puis on souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci Mathieu, et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.